bonsoir. Vous avez eu ce matin une conférence de Jonathan qui vous a présenté les technologies à venir, en particulier celles qui vont arriver sur vos tables dans la prochaine année. Je ne sais pas si vous avez été inspiré ou si vous avez été effrayé. Les deux un petit peu. Alors, il a fini sa présentation ce matin en vous parlant de l'humain et de votre rôle de courtier au milieu de tous ces changements technologiques. Donc moi, je vais reprendre cette conversation à partir de ça et je vais bâtir maintenant sur le rôle effectivement de l'humain dans toute cette transition qu'on voit venir aujourd'hui technologique. La personne que vous voyez ici sur l'écran, elle s'appelle Yatsune. Yatsune, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une grande star au Japon, c'est une chanteuse virtuelle. Elle a été créée en fonction des préférences de ses fans. Sa voix a été créée en fonction de ce que ses fans ont envie d'entendre et les paroles sont aussi co-créées par la communauté qui l'écoute. Elle vend des billets à 50, 60 $ pour des concerts virtuels où elle apparaît par hologramme et elle remplit des salles de concert. D'accord ? Donc, quand on parle un petit peu aujourd'hui, moi je vais vous emmener un petit peu plus loin que cette année, mais peut-être dans les 5-10 prochaines années, où on sait aujourd'hui que la frontière entre l'humain et l'humain augmenté est en train de changer. Et ce qu'on voit en fait, ce n'est pas simplement 1, 2, 3, 4 technologies qui arrivent, mais c'est la combinaison de ces technologies qui, mises ensemble, se mettent à créer des opportunités intéressantes. Puis je vais vous ramener dans le monde en tant que courtier de comment ça peut avoir une influence pour vous. Et toute cette notion de l'humain est en train de changer également. Les deux photos que vous voyez là, ce sont les 2 derniers stagiaires qui ont été embauchés par une agence de publicité à New York. Ce sont des personnes virtuelles. Elles n'existent pas, mais les agences de publicité se sont dit, les stagiaires, ils font des tâches plutôt parfois un peu ingrates. Ce n'est plus les photocopies, mais c'est parfois les travaux un peu plus administratifs, plus routiniers, qui demandent moins d'expérience, moins de formation. Et donc, ce sont justement les tâches que moi, je peux automatiser et je peux éventuellement refacturer à mes clients les frais de ces stagiaires virtuels au prix de stagiaires normaux. Puis en plus, ils ne font pas d'erreur parce qu'ils font des tâches effectivement qui se répètent. La raison pour laquelle je vous amène cet exemple-là, qui n'est pas un exemple dans le courtage, c'est que l'opportunité de ces technologies aussi, ça va être de permettre parfois d'automatiser des tâches qui sont aujourd'hui des tâches qu'on voit comme peut-être plus ingrates. Je ne sais pas qui d'entre vous aime faire l'administration qui va derrière votre métier, toute la gestion des papiers, toute la gestion de la conformité. Donc l'idée aussi de ces technologies, c'est de se dire une partie de ce travail-là, qui peut être vu comme les formulaires, etc., peut être éventuellement ce qui va arriver en premier dans justement l'automatisation et toute la partie virtuelle qui va venir dans nos métiers. Alors, avoir des stagiaires virtuels, je vous en ai montré 2. Alors, c'est très intéressant parce que maintenant, quand on veut embaucher des nouveaux employés, il suffit d'aller sur ce site-là. On peut choisir une photo avec une compétence particulière d'un employé, comptabilité, secrétariat, réceptionniste. Aucune de ces personnes-là n'existe. Toutes les photos que vous voyez là sont des photos virtuelles de personnes qui n'existent pas. Et donc, on arrive dans le monde aujourd'hui où, en tant que courtier, ce qui va se passer, c'est qu'une partie du travail qui a valeur ajoutée va être celle que vous allez vouloir retenir et vous allez avoir de plus en plus d'outils pour vous qui vont vous permettre d'aller chercher justement l'automatisation ou le remplacement de ces tâches-là qui peut-être sont moins porteuses de valeur. Est-ce que ce sont celles qui sont en back-office, c'est-à-dire en administration derrière, par rapport aux tâches qui sont par rapport à vos clients en réel? Ça va être à vous de le voir. Et on commence déjà à voir aujourd'hui l'intégration de ces technologies et comment un petit peu ça peut changer notre monde. Ce que vous voyez là, c'est le nouveau service que va offrir Zoom. Donc c'est la réceptionniste virtuelle qui, quand on arrive au bureau, sur un écran, va vous dire « Bonjour Benjamin, bonjour Adèle, bienvenue au bureau aujourd'hui ». Derrière ça, il y a quoi? Il y a une reconnaissance visuelle qui, en fonction de la personne qui rentre, donne tout de suite le nom à la réceptionniste qui n'est pas physiquement sur place et qui, sans doute d'ailleurs, va représenter plusieurs entreprises. On sait que c'est le type de travail où le travail peut être très intense en début de journée et moins en milieu de journée. Et on peut optimiser les ressources comme ça en partageant entre différentes entreprises des employés. Et c'était très intéressant la double représentation parce qu'on imagine qu'on n'a qu'une personne qui travaille pour une équipe, mais on peut imaginer dans le futur qu'avec ce type de technologie, on pourrait avoir des personnes qui travaillent simultanément pour plusieurs équipes parce qu'elles ont les outils aujourd'hui, par exemple par vidéo, d'être présentes à plusieurs endroits en même temps.
Plus que ça, on voit même dans le monde du travail, si vous pensez aux équipes que vous embauchez aujourd'hui, des drôles de situations où on a des employés qui ont plusieurs emplois. Ils travaillent pour Google et Facebook en même temps, 2 employeurs. Aucun des employeurs ne sait qu'il a un deuxième patron, du moment que le travail est fait et qu'il est rendu à temps. Est-ce qu'effectivement, éthiquement, c'est quelque chose qu'on peut vouloir faire? Et on voit même également le phénomène inverse aussi qui se passe, où quelqu'un qui travaille, par exemple, à faire de la programmation ou du secrétariat, va se dire, je peux peut-être sous-traiter mon travail à quelqu'un, je ne sais pas, dans un pays comme le Maroc ou l'Inde, où les salaires sont peut-être moins élevés. Moi, je vais récupérer leur travail, je vais le donner à mon employeur comme mon travail à moi, puis finalement, l'employeur s'y retrouve. C'est la même qualité de travail, sauf que derrière, ce n'est pas le même employé. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est l'ambiguïté du monde du travail dans lequel on va arriver, qui va créer, j'imagine en termes de réglementation, quand j'entends toute la discussion qu'on a eue auparavant dans le panel sur la double représentation, mais imaginez quand les gens peuvent travailler à différents endroits, va créer d'autres soucis et puis d'autres risques pour l'organisation. La combinaison de ces technologies va nous amener des dilemmes assez intéressants. Ce que vous voyez ça, là, en anglais, on appelle ça un beacon, cette petite pierre violette ou bleue en général. Qu'est-ce qu'elle fait, cette pierre-là? C'est un exemple de technologie de géolocalisation. Alors, je vais vous poser une question. Combien d'entre vous ont une application pour le météo sur votre téléphone, Météo Média? Okay. Combien d'entre vous, gardez la main levée si vous avez payé pour cette application? Okay. Est-ce que vous vous êtes demandé quel était le modèle d'affaires de l'application pour pouvoir la créer et la maintenir à jour? Le modèle d'affaires de Météo Média, il est très simple. Ces beacons, ces petits outils qui sont installés là, il y en a par exemple 50 000 dans un Canadian Tire. Qu'est-ce que ça fait si vous arrivez dans un Canadian Tire avec votre téléphone et vous avez l'application sur le téléphone, même si elle est fermée, le magasin va pouvoir repérer où vous êtes en temps réel et savoir exactement combien de temps vous avez passé devant le rayon pour des perceuses ou des aspirateurs ou des outils, etc. Et vont pouvoir ensuite acheminer la publicité nécessaire en fonction de là où vous avez passé du temps dans le magasin. Il y en a environ 50 000 dans un Canadian Tire, des petits outils comme ça. D'accord? Alors, encore une fois, c'est une opportunité extraordinaire parce que imaginez que vous utilisiez cet outil-là pour vos clients. Aujourd'hui, quand vous avez cliqué sur « Oui, j'accepte tout » de Météo Média, vous avez donné accès à votre information. Et cette information, elle est revendue. Elle est revendue à un certain nombre de clients qui achètent l'information pour l'utiliser. Et je vais vous montrer un petit peu plus loin dans la présentation aujourd'hui comment ça peut être utilisé par des courtiers, ce type de géolocalisation-là. Il faut savoir que quand vous allez avec une application comme ça, l'information est revendue un certain nombre de fois. Si vous allez sur un site web, votre information est revendue environ à 137 clients par page que vous visitez sur l'Internet. Et les dernières études qu'on a vues, par exemple, sur ce type de données qui est revendue, c'est les études qui ont été faites récemment par Mozilla sur les voitures. Pratiquement toutes les marques de voitures aujourd'hui revendent en moyenne à 67 autres entreprises vos données physiques, physiologiques, personnelles, de crédit, etc., etc. Là où je vous emmène, qui est l'autre facette des technologies, c'est quand on parlait d'éthique sur les données qu'on peut collecter. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de limite aux données personnelles qu'on peut connecter sur un client. Et je vous donnerai quelques exemples dans le courtage, comment ça peut être utilisé également dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire, cette combinaison de ces outils et de ces données? C'est que les plus grands joueurs dans le domaine qui vont être capables de croiser ces données-là, de dire par exemple que quelqu'un qui va passer près d'une maison qui est à vendre, qui, on le sait, par son réseau social, a 2 enfants, par mon application météo qui voyage en Floride pendant 4 mois dans l'année, va potentiellement pouvoir donner au courtier de cette maison-là l'indication de l'identité de la personne qui a marché devant une maison, de savoir son mode de vie, la taille de sa famille, et quand on engage une conversation, ça donne beaucoup d'informations très pertinentes sur un client potentiel. D'accord? Et donc, si on pense aux joueurs, qui vont être les meilleurs courtiers dans le futur, ben, ça va être les joueurs qui vont être capables d'acquérir ces données-là, de les croiser, d'aller chercher l'intelligence que ça apporte et d'apporter exactement au client la maison ou le produit dont il a besoin. Alors, on connaît aujourd'hui Amazon pour
tous les outils de recommandation. On est tous habitués de dire vous avez acheté tel produit, voici ceux qui vous plairont. Amazon a lancé un service de courtage où ils offrent aujourd'hui non seulement l'accès pour acheter des maisons ou les louer, mais en plus de ça, évidemment, ils vous offrent toute la technologie Amazon, Alexa y compris, qui va avec la maison, avec des partenariats, avec les technologies qui vont aller dans les maisons. Alors aujourd'hui au Québec, on ne les voit pas beaucoup, les Amazon comme concurrents, mais vous pouvez voir dans ce monde technologique, vous pouvez comprendre comment ce type de joueur-là va jouer un rôle important. Donc, le risque, c'est de ne pas s'adapter et de ne pas utiliser ces outils-là et de ne pas comprendre comment des joueurs comme Amazon vont pouvoir les utiliser. Alors dans tout ça, la vraie question, c'est, moi j'ai un contact avec mon client qui est un contact humain. Est-ce que ça va rester ou est-ce que je vais être capable d'utiliser ces technologies-là justement pour avoir un meilleur contact avec mes clients? Et on a aujourd'hui beaucoup d'exemples de la technologie qui aide les courtiers. Premier exemple, je ne sais pas si vous avez beaucoup parlé de ChatGPT dans votre journée aujourd'hui ou des outils équivalents. On sait aujourd'hui que des outils sont capables de vous rédiger des textes en fonction de questions qu'on leur pose. Et aujourd'hui, les courtiers, particulièrement aux États-Unis, utilisent ces outils-là pour automatiquement rédiger, par exemple, la description d'une propriété en fonction de la personne qui lit la description. Si, par exemple, je suis une famille avec des jeunes enfants, j'ai une grande salle en sous-sol, la description pour moi devrait peut-être m'indiquer que ça peut être une salle de jeu parfaite. Si je suis un jeune professionnel et que j'ai besoin d'un bureau à la maison, mon sous-sol va être décrit comme un endroit fantastique pour un bureau à la maison. Même chose si ça peut être un centre pour faire du sport, etc. Et on a aujourd'hui toute l'automatisation de la rédaction simplement, de la description des maisons en fonction des personnes. Alors ça peut être de leur famille, de leurs préférences. Est-ce que ce sont des clients qui sont plus traditionnels, plus modernes, qui vont chercher l'aspect design d'une maison, l'aspect historique par exemple, et même chose évidemment pour la partie commerciale. Et donc toute cette capacité de générer en 3, 4, 5 secondes un texte complet, vous pouvez imaginer le temps que ça peut économiser par rapport à d'autres choses. On voit aussi ces outils utilisés par les courtiers sur la capacité de mettre un filtre par rapport à l'information initiale sur une propriété. Vous connaissez pas mal tous, j'imagine, Instagram. Vous savez, les filtres qu'on utilise dans Instagram qui changent les couleurs et le style. Ben, on a aujourd'hui la capacité de prendre des photos d'une maison et en fonction du style de la personne ou du client et de ses besoins, de pouvoir définir si ma maison, je veux la voir dans un mode minimaliste ou un intérieur zen ou un intérieur chaleureux, etc. Je peux mettre des filtres et avec la même photo initiale d'une propriété, je peux automatiquement voir à quoi elle ressemblera en fonction de mes préférences. Et tout ça, évidemment, peut se faire de façon automatique. Autre chose qui peut se faire de façon automatique, c'est la capacité j'appelle ça d'imagination, c'est-à-dire d'être capable de voir une propriété comme l'image que vous voyez sur la gauche et automatiquement de montrer à quoi ça pourrait ressembler une fois rénové. Et vous pouvez imaginer donc le rôle du courtier dans ce cas-là, qui peut être beaucoup plus de diriger le narratif, l'histoire derrière ce qu'on peut faire avec une propriété, mais en même temps être capable de façon automatique, en parlant, d'expliquer, d'avoir cet intérieur qui se modifie en fonction qu'on décrit ce qu'un client pourrait faire, par exemple, avec une propriété, très utile dans le résidentiel, mais également très utile dans le commercial. Pensez par exemple à tous les espaces de bureaux. Et on arrive effectivement avec tous ces outils de réalité augmentée où, en fonction des clients et par exemple des meubles qu'ils ont, des tableaux, des codes couleurs qu'ils apprécient, etc., d'automatiquement pouvoir leur organiser une visite avec des outils qui les transportent dans l'univers dans lequel ils sont. Ça permet aussi d'automatiser la réponse à certaines questions qu'on voit revenir de plus en plus. L'exemple ici est une propriété dans laquelle un client pourrait demander quelle sera la vue dans 5 ans ou dans 10 ans que j'aurai de mon balcon. Et l'outil va automatiquement aller chercher les données de tous les permis de construire des environs et créer en temps réel à quoi ressembleront les bâtiments qui vont être construits dans les 5 prochaines années pour pouvoir se projeter dans l'avenir et pouvoir confirmer ou non à quoi ressemblera l'expérience de vie dans un endroit particulier.
Alors, je pense que Jonathan vous a parlé également de tous ces outils-là qui permettent également de définir, pardon, pas voudra, combien vaudra ma maison, je suis désolée pour le... et qui la voudra, un beau jeu de mots. L'idée ici est d'utiliser, de croiser encore une fois des données spécifiques pour être capable de faire des extrapolations qui pourraient nous donner la valeur de notre maison dans 5, 10 ou 15 ans, en fonction de données historiques, mais également de données qu'on appelle tertiaires ou des données qui viennent d'autres informations. Par exemple, aujourd'hui, on est capable de calculer la croissance de la valeur d'une maison en fonction du pourcentage d'espaces verts et d'arbres dans un quartier. Les statistiques montrent effectivement qu'il y a une grosse corrélation et donc on est capable de effectivement extrapoler le prix d'une maison future en fonction d'images satellites et de ce qu'on peut voir sur un quartier en particulier. Les outils, encore une fois, peuvent également caler avec des données climatiques. On a dans des zones aujourd'hui inondables, on sait qu'on en a beaucoup encore au Québec près de nos rivières et de nos lacs, la capacité aujourd'hui de dire est-ce que je risque d'être inondé? Et ça, c'est un outil qui est utilisé aux Pays-Bas où ça arrive souvent, où le risque était là, qui vous permet effectivement de voir votre propriété avec différents scénarios de montée d'eau, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, pour pouvoir visualiser effectivement le risque ou pas d'acheter une certaine propriété, ce qui permet à un courtier à qui on pose la question aussi d'ajouter de la valeur en expliquant pourquoi il y a un risque ou moins de risque. Autour de tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a le courtier, ce que j'appelle le courtier au centre, parce que toutes ces technologies, si elles peuvent être un peu épeurantes, peuvent aussi permettre de faire un lien avec le courtier directement. Donc je vais revenir à ma petite boîte bleue qui était violette dans la page précédente. L'idée, encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple d'imaginer un client potentiel qui marche le long d'une rue dans laquelle une maison est à vendre. Cet outil-là va automatiquement repérer le téléphone cellulaire et va automatiquement rentrer dans les contacts du téléphone cellulaire le numéro du courtier qui représente le vendeur de cette maison, par exemple. Et donc, on rend l'expérience du client extrêmement facile. Tout ce qu'il a à faire, c'est cliquer sur un bouton et le téléphone va pouvoir appeler le courtier. Donc ce lien, il peut être fait extrêmement directement si on y pense, avec des outils assez simples, avec des technologies qui existent aujourd'hui. Dans tout ça, on va revenir au client un petit peu. La question va être, et le plus grand défi pour les courtiers va être, quelle information je me permets d'utiliser sans franchir une ligne éthique? Et comme je disais, il n'y a pratiquement pas de limite à l'information aujourd'hui qu'on peut acquérir pour des clients. Un des exemples qui a été souvent utilisé dans une autre industrie, c'est l'exemple de ce qui s'est passé chez Target aux États-Unis. Target voulait comprendre qui étaient les clients les plus profitables. Et ils ont parlé à un de leurs analystes et ils ont dit « J'aimerais que vous me disiez quels sont les clients les plus profitables. On sait que, par exemple, les femmes enceintes sont des très bonnes clientes pour nous. Parce qu'une fois que le bébé arrive, elles ont tendance à aller régulièrement dans le même endroit et tout acheter au même endroit. C'est des clientes très fidèles. Et donc, on aimerait savoir la liste de nos clientes qui sont enceintes. Et si possible, dites-le nous avant qu'elles le sachent elles-mêmes. » Et donc, l'analyste a analysé. Alors, ils avaient beaucoup de chance parce qu'ils avaient une carte de loyauté qui leur donnait ce qu'achetaient leurs clients, donc qui avait donné le droit d'utiliser leur information. Et ils sont allés creuser dans les données et ils ont trouvé un panier d'une douzaine de données qui avait indiqué une très forte probabilité que quelqu'un était enceinte. Premier trimestre, quelqu'un qui se met à acheter des multivitamines. Deuxième trimestre, des personnes qui changent de produits, par exemple avec des parfums, des produits sans parfum, parce que souvent l'odorat est altéré pendant cette période-là. En fin de grossesse, d'acheter des produits pour préparer l'arrivée du bébé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé ces produits-là. Ils ont fait une liste de clientes qui correspondaient à ce type d'achat. Puis évidemment, ils leur ont envoyé des outils marketing pour leur faire des promotions pour des produits pour bébés. Ils se sont fait poursuivre par une famille dont le père était très en colère que sa fille ait reçu des promotions pour des poussettes et des produits pour bébés. Elle était enceinte, elle avait 16 ans, elle ne l'avait pas dit à ses parents. Et donc, on arrive à un moment où vous voyez comment ces données deviennent tellement intimes et tellement précises. Elles sont très intéressantes, évidemment, quand on est vendeur et quand on veut connecter avec un client. Mais la question va être jusqu'où je me donne l'opportunité d'aller chercher ces données-là et de les utiliser. Et on va avoir donc beaucoup de dilemmes sur ces données-là. Je vais vous en donner deux que j'ai vécu au Canada.
Le premier, je vais revenir à vos téléphones cellulaires, peut-être vous allez les ranger en rentrant chez vous. Aujourd'hui, nos opérateurs télécoms vendent à des clients les données sur la façon dont vous rechargez votre téléphone quand la batterie est à plat. Et les banques achètent ces données-là et les intègrent dans vos codes de crédit. Pourquoi ? Parce que les analystes ont analysé les comportements et ont réalisé que les gens qui rechargent systématiquement tous les soirs à la même heure leur téléphone ont tendance à mieux payer leurs hypothèques que ceux qui laissent les batteries se vider. Alors, ça nous fait sourire parce qu'évidemment, on est en train de se poser la question de quel type de client on est. Mais ce qui est derrière, c'est quoi? C'est que ces données-là, elles informent sur des habitudes, en anglais on dit les behavioral, c'est toutes ces habitudes d'achat, habitudes de... Et donc, ça permet de connaître un client de façon assez intime. Est-ce qu'on a un client qui est inquiet? Est-ce qu'on a un client qui est organisé ou qui préfère l'organisation? Et donc, ces données-là, tranquillement, elles vont rentrer. Alors, évidemment, dans les codes de crédit, aujourd'hui, c'est assez direct, mais ça pourrait être également dans le futur sur comment les approcher, à quelle heure de la journée, de quelle façon, etc. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est une conversation que j'ai eue avec une entreprise d'assurance au Canada, avec un PDG, qui disait « Nous, on regarde dans Facebook le statut de nos clients. Et quand ils passent de en couple à célibataire, on leur augmente leur prime d'assurance pour leur voiture. » Pourquoi? C'est parce que leurs actuaires ont analysé les données et se sont rendus compte que quand quelqu'un se sépare, c'est quelqu'un qui est souvent stressé, qui dort mal, qui est distrait, et donc en voiture, leur probabilité d'avoir un accident dans les 6 mois qui suivent double. Et donc, c'est un calcul tout simple. Ils ont fait le calcul, ils se sont dit on devrait augmenter la prime d'assurance de ces gens-là. Et donc la question arrive encore une fois de se dire jusqu'où je veux aller, quel avantage compétitif ça me donne d'avoir cette information, et est-ce que j'ai l'intelligence et l'imagination, c'est la deuxième fois que je mentionne ce mot, de se dire ce type d'information peut me donner de l'information très très intéressante sur un comportement, sur une façon d'être, excusez-moi. Et donc, je vais pouvoir l'utiliser peut-être pour comprendre pour mieux mes clients. Donc, ce que je vous ai montré un petit peu avec cette technologie, c'est à la fois les risques, mais surtout des opportunités extraordinaires, non seulement d'aller chercher les données, les combiner avec d'autres outils. On a parlé de la reconnaissance faciale, on a parlé d'outils comme la réalité augmentée, pour pouvoir effectivement amener des solutions intéressantes, soit vis-à-vis d'un client, soit pour automatiser et simplifier une partie du travail qui n'est pas justement en face d'un client. Dans tout ça, c'est une citation que j'aime beaucoup dans le domaine, dès qu'on est en rupture et qu'il y a des choses qui se passent, c'est que l'ampoule n'a pas été inventée par amélioration continue de... Pardon, excusez-moi, l'électricité, l'ampoule n'a pas été inventée par amélioration continue de la chandelle ou de la bougie. C'est une erreur dans ma page. Ce que ça veut dire ici, c'est que souvent, ces innovations technologiques sont beaucoup plus faciles à attraper pour des nouveaux joueurs qui ne connaissent pas le métier, plutôt que des joueurs qui sont là depuis longtemps. Et donc, quand je parlais des Amazon, on a naturellement des entreprises qui vont peut-être éventuellement pouvoir prendre ça. On parle d'Amazon, pensez aussi à l'exemple de Uber, par exemple, qui sont finalement des technologies qui mettent en contact des gens qui ont un besoin et des gens qui ont une offre, avec une façon de juger de la confiance qu'on peut avoir dans l'une ou l'autre des parties. Je pense que dans l'immobilier, on va arriver peut-être aussi avec des modèles de ce style-là. Et donc, on peut imaginer toutes ces technologies qui vont peut-être simplifier la relation que vous allez avoir avec vos clients, qu'une partie de la prise d'information, de la prise de connaissance du client pourrait être beaucoup plus rapide ou beaucoup plus automatisée et qui vont vous permettre de comprendre un peu comment avancer. Ce que ces technologies vont aussi faire, elles vont vous permettre on a parlé de simplification, elles vont vous permettre aussi de simplifier. Vous vous demandez pourquoi je veux quelqu'un qui vend des salades, je vais vous expliquer. On a fait des analyses et on se rend compte que quand les gens sont en face d'un très grand choix, ça les stresse beaucoup plus de choisir une de ces choses, une de ces salades dans ce cas-là, que d'avoir 2 ou 3 choix seulement. Parce que chaque fois qu'on choisit quelque chose, on va toujours se poser la question, mais peut-être que le choix d'à côté aurait été meilleur. Et on s'est rendu compte que psychologiquement, pour des clients, c'est beaucoup plus facile de proposer moins de choix que beaucoup.
Et donc vous pouvez imaginer comment ces technologies aussi, avec les données qu'on connaît sur les besoins des clients, vont être capables éventuellement de leur simplifier la vie en disant, par rapport à qui tu es et ton application de météo média, voici par exemple les 2 ou 3 listings qui seraient parfaits pour toi, sans avoir à remplir et cliquer sur des critères que le client aurait choisis, mais beaucoup plus en fonction de son mode de vie, de son environnement de travail, de sa famille et de ses préférences. Et on arrive donc avec toutes ces technologies qui intègrent ça, où au lieu d'avoir une liste de 150 propriétés, par exemple, qui correspondent à un critère de recherche, on peut imaginer dans le futur, avec un mode interactif qui est soit vocal, soit écrit, de dire finalement quel est ton budget pour acheter une nouvelle propriété. Mon maximum est d'environ 400 000. Parfait, combien de lits tu veux, etc. Et automatiquement, en fonction de cet outil-là, un lead est généré qui pourrait partir à un courtier qui a justement ce type d'information. Mais pour le client, le contact premier, ce n'est plus du tout le site d'une agence, ça va être un outil d'interaction. La question, c'est qui va posséder cet outil d'interaction, parce que ça va être le premier contact de votre client. Et ce que je vous encourage à faire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines autour de ces technologies, c'est de vous poser la question de comment moi je vais me tenir au courant de ces nouvelles technologies. Je pars souvent de bac à sable. Très important pour vous de tester un petit peu ces technologies, de les analyser. On n'est pas tous familiers avec ce monde-là, mais c'est très important de garder l'œil et le regard sur le futur. C'est pourquoi le canari, parce que le canari dans la mine, c'est l'oiseau qui sent le gaz avant que les humains le sentent. Et mon conseil avec lequel je vais vous laisser aujourd'hui, c'est de vous dire, dans toutes ces technologies qui émergent, il y a sans doute autour de vous des gens qui sont un peu allumés sur ces technologies, qui sont toujours un petit peu un pas en avance, qui sont en train de lire des choses que vous ne lisez pas forcément, parler des gens à qui vous ne parlez pas. Ces gens-là, c'est des canaris, ils sont très précieux. Posez-leur des questions, voyez comment ils travaillent et repérez autour de vous ces gens qui sont toujours un pas en avance parce qu'ils vont vous faire avancer aussi beaucoup plus rapidement. Voilà, je vous remercie.